Ma fiancée m'a dit, j'ai besoin d'espace, 3 semaines avant notre mariage. Elle a déclaré, tu es trop bien pour te contenter de quelqu'un sans avoir exploré tes options. D'abord, sa sœur a ajouté qu'elle méritait mieux que quelqu'un d'aussi basique, alors elles ont pris l'avion pour Saint-Thomas, où elle a accidentellement revu son ex. J'ai tout annulé et changé les serrures. Quand elle est revenue, elle a organisé un flash mob, en pensant que j'allais la reprendre. Bonjour Reddit, honnêtement, je ne sais pas par où commencer, mais allons-y. J'ai 29 ans, je suis un homme, et j'étais à 3 semaines d'épouser ma fiancée Rachel, 27 ans, quand elle m'a soudainement dit qu'elle avait besoin d'espace. Elle a dit qu'elle n'était pas sûre de vouloir se marier, qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir. Je suis resté calme, j'ai dit d'accord, je respecte cela. Le truc, c'est que ce n'était même pas proche de la vérité, pas du tout. Rachel et moi étions ensemble depuis 4 ans. Nous nous sommes rencontrés en 2020, à une fête d'anniversaire d'un ami d'un ami. Je me souviens que nous nous sommes rapprochés en débattant pour savoir si The Office était mieux que Parks and Rec. Elle travaillait pour une association à but non lucratif dans le marketing. J'étais en plein dans un projet de construction et j'avais juste besoin de quelqu'un de normal à qui parler. Elle semblait normale, détendue, sans drame, sans atmosphère étrange. Alors nous sommes restés ensemble. Quelques années plus tard, nous avons emménagé ensemble. Nous avons trouvé un appartement 2 pièces correct juste en dehors de la ville. Je payais la plupart des factures car je gagnais plus, et honnêtement, ça ne me dérangeait pas. J'étais investi à fond. Nos week-ends étaient essentiellement des marathons de télé-réalité et des randonnées, des vraies randonnées, pas le genre d'influenceurs, juste nous, un sac à dos, des mélanges de noix, et des pieds en mauvais état à la fin. Et c'était génial pendant longtemps, ça fonctionnait. Quand j'ai fait ma demande l'été dernier, ce n'était pas une mise en scène extravagante. Je l'ai emmenée sur le sentier de randonnée où nous étions allés la première fois, j'ai attendu le coucher du soleil et j'ai posé la question. Elle a pleuré, elle a dit oui. Nous avons appelé nos familles, elle a posté la bague sur Instagram, vous voyez le genre. Nous nous sommes plongés directement dans les préparatifs du mariage. Nous avons choisi une date, trouvé un lieu avec des avis corrects et pas hors de prix. Nous avons trouvé un DJ qui ne semblait pas vouloir passer uniquement des remixes danse des années 2000. Dégustation de gâteaux, essayage de robes, disputes stupides sur la liste des invités. Oui, nous sommes passés par tout ça, mais globalement, ce n'était pas aussi horrible que ce que disent les gens. Elle aimait avoir le contrôle, j'aimais la voir heureuse, j'étais emballé. J'avais même un compte à rebours sur mon téléphone. Ça allait être une belle journée. Tout était verrouillé. Nous avions même réservé une lune de miel au Costa Rica, pas trop luxueuse mais dépaysante. Mes jours de congé étaient déjà validés. Puis elle a changé d'avis, juste comme ça. Nous étions assis sur le canapé un soir, à mi-chemin d'une émission de télé-réalité qu'elle aimait, et elle a mis le son en sourdine. Ce n'est jamais bon signe. Elle s'est tournée vers moi avec un regard sérieux et étrange. Elle m'a dit, il faut que je te parle. Mon estomac s'est noué. Elle a dit, j'ai beaucoup réfléchi récemment, je ne pense pas être prête à me marier. J'ai besoin d'espace. J'ai besoin de savoir si c'est vraiment ce que je veux. C'était tout. Pas une discussion, une décision. Je suis resté là une seconde, je ne savais même pas quoi dire. Vous avez déjà eu ce moment où vous avez l'impression d'avoir manqué la première moitié de la conversation, c'était moi. Je l'ai regardé et j'ai dit, d'accord si c'est ce dont tu as besoin. Elle avait l'air choquée, comme si j'étais censé pleurer ou supplier. Mais non, ce n'est pas moi. Je ne fais pas de scène. J'ai demandé, alors ça veut dire quoi? Elle a dit qu'elle allait rester chez sa sœur pendant un moment, qu'elle avait besoin de temps pour clarifier son esprit, penser à son avenir, penser à nous. Elle espérait que ça l'aiderait à se recentrer. Recentrer, hein. Alors elle a pris quelques affaires, est partie le lendemain matin, et c'était tout. 4 ans, et nous étions soudainement dans un entre-deux bizarre. J'ai annulé quelques rendez-vous avec les prestataires qu'on avait cette semaine-là, et j'ai dit à mes parents qu'on mettait les choses en pause. Ils étaient confus. Moi aussi. Et oui, peut-être que j'aurais dû paniquer plus, peut-être que j'aurais dû supplier ou essayer de réparer. Mais je ne vais pas mentir, quelque chose dans son attitude me semblait étrange, comme si elle ne me disait pas tout. Comme si elle était presque soulagée. Pas triste, pas émotive, juste froide. Cette partie m'est restée en tête. Avec le recul, ce moment-là, c'était le début de la fin. Bon, parlons des personnes qui gravitaient autour de ce désastre depuis le début.
Les demoiselles d'honneur de Rachel, elles étaient 4, mais seulement 2 comptaient vraiment quand tout a dérapé. Sa sœur aînée Jessica, et sa vieille amie Brittany. Si vous me demandez, les autres n'étaient que des figurantes. Jessica, elle, cette femme me détestait depuis le premier jour, et je ne sais sincèrement pas pourquoi. Jessica a 2 ans de plus que Rachel, et elle pense qu'elle est la coach de vie de tout le monde. Elle se promène avec cette attitude suffisante, ce regard vide de thérapeute, comme si elle avait divorcé 10 fois et en était sortie plus sage. Elle parle toujours comme si elle connaissait l'avenir de chacun avant eux. Une vraie énergie cryptique depuis le début. Elle ne m'aimait pas, elle ne disait jamais rien de frontal ou direct, mais tout était dans le ton, les faux sourires, les compliments à double tranchant. Les questions du genre, es-tu vraiment prêt pour ce niveau de responsabilité, qu'elle glissait dans des conversations banales comme si de rien n'était, je les ai supportées. J'étais poli, respectueux, je ne répondais pas, Rachel disait toujours, elle est juste protectrice, ne le prends pas personnellement. Mais comment ne pas le prendre personnellement, quand elle te regarde de travers comme si tu avais volé le chiot de sa sœur à chaque fois que tu entres dans une pièce. Brittany, par contre, était plutôt correcte. On ne traînait jamais en tête-à-tête ou quoi que ce soit, ce n'était pas ce genre d'amitié, mais elle était toujours polie. Elle ne lançait rien, ne rajoutait pas au drame. Elle était plus une passagère dans le train conduit par Jessica, probablement trop fatiguée ou trop détendue pour contester. Elle suivait le courant et ne parlait que si on lui posait une question. Honnêtement, j'appréciais ça. Sur tout le groupe, c'était la seule qui ne donnait pas l'impression qu'elle attendait que je fasse une erreur. C'est 2 mois avant le mariage que les choses ont vraiment commencé à devenir bizarres. Rachel passait beaucoup plus de temps avec Jessica, beaucoup trop. Un jour sur 2, elle allait prendre un café, faire du shopping ou je ne sais quoi avec elle. Je ne trouvais pas ça bizarre au début, c'est normal que des sœurs traînent ensemble. Mais à chaque fois qu'elle rentrait de ces rencontres, son énergie était différente. Au début, c'était subtil. Elle remettait en question des choses qu'on avait déjà décidées depuis des mois, qu'elle adorait à l'époque. Tu ne trouves pas que le lieu de réception est un peu fade, ou bien on aurait peut-être dû choisir le forfait floral plus cher. Même le DJ qu'elle adorait, soudain elle hésitait. Peut-être qu'on aurait dû choisir quelqu'un avec plus d'expérience pour les mariages. Sérieusement, tu as littéralement pleuré en écoutant sa playlist test il y a 2 mois, qu'est-ce qu'on fait là? Puis sont arrivés les hypothétiques. Et si on se précipitait? Et si on faisait ça juste parce que c'est la prochaine étape logique? Et si on n'était pas prêt pour le mariage, mais simplement emporté par les préparatifs? Au début, je suis resté calme. Je me suis dit que c'était le stress d'avant-mariage, ça arrive à tout le monde. C'est une grosse étape, les gens paniquent. Je lui ai dit qu'on allait s'en sortir, qu'on avait toujours bien communiqué, et que si elle se sentait dépassée, on pouvait se poser un jour, regarder des émissions nulles ou aller randonner, faire quelque chose pour lui remettre les idées en place. Mais non, ce n'était pas ça. J'avais l'impression qu'elle cherchait une raison. Comme si elle voulait activement trouver une excuse pour repousser le mariage. Et à chaque fois qu'elle passait la journée avec Jessica, elle revenait un peu plus froide, moins affectueuse, plus distante. Elle devenait quelqu'un que je ne reconnaissais plus, et c'était dur à voir. Un soir, elle est rentrée tard après un dîner avec sa sœur et Brittany. J'étais sur le canapé en train de manger des restes de tacos et de regarder des rediffusions de l'UFC. Elle a laissé tomber son sac sur le sol et s'est juste tenue là, à me regarder. J'ai demandé, ça va? Elle a dit, je ne sais pas, juste fatiguée. On a eu une longue discussion avec Jay sur tout ça. J'ai hoché la tête, tout ça comme quoi. Elle a juste haussé les épaules, est allée dans la chambre, et n'a rien ajouté. C'est là que j'ai compris qu'elle n'était pas juste nerveuse, elle se faisait influencer pour douter. Et Jessica, cette femme, insinuait que je n'étais pas assez bien depuis le premier jour, comme si elle m'évaluait pour m'accorder son approbation. Et ce n'était même pas à cause de quelque chose que j'avais fait. J'avais un travail, je payais le loyer, je traitais sa sœur comme une reine, je restais à l'écart des drames familiaux, mais d'une manière ou d'une autre, je n'atteignais jamais ces standards imaginaires. Et Rachel commençait à absorber tout ça. C'est ça qui m'a frappé. Elle commençait à répéter les opinions de Jessica comme si c'était les siennes. Ces questions n'étaient plus formulées avec sa voix, on aurait dit des lignes récitées. Comme si quelqu'un l'entraînait à douter. Donc voilà, je suis là, assis sur le canapé, à regarder ma future épouse se transformer chaque jour un peu plus en quelqu'un d'autre. Chaque jour ressemblait à une marche de plus dans le brouillard, et j'attendais l'inévitable. Avec le recul,
j'aurais dû le dire tout de suite, lui demander, est-ce que tu penses à annuler? Mais je ne l'ai pas fait, parce que je croyais encore qu'on allait y arriver. Je pensais que c'était le stress, la pression, des pensées en boucle. Mais en fait, c'était tout autre chose. Alors Rachel a dit qu'elle avait besoin d'espace, qu'elle devait se retrouver. Et où vont les gens pour découvrir leur vérité profonde? Sur une île reculée avec des cocotiers, évidemment. Environ une semaine après qu'elle soit partie vivre chez sa sœur Jessica, j'ai découvert qu'elle partait pour un voyage entre filles à Saint-Thomas. Oui, pas une retraite spirituelle pour se recentrer dans une cabane ou un studio de yoga. Même pas un motel bon marché dans une ville au bord d'un lac. Non, Rachel, Jessica et Brittany ont pris l'avion pour une île tropicale, littéralement. Je ne suis pas du genre parano à penser que chaque vacance est une trahison qui attend de se produire, mais le contexte, ça compte. On était à 3 semaines du mariage. Elle met tout sur pause, déménage, et quelques jours plus tard, elle sirote des smoothies sur la plage avec la même sœur qui lui murmurait sans cesse, « Es-tu vraiment sûr ?» Oui, ça a fait sonner quelques alarmes. Et non, je ne lui ai pas envoyé de message, je ne l'ai pas appelée, je ne l'ai pas poursuivie. Elle ne m'avait pas bloqué ni rien. Je me suis juste dit, si elle avait besoin d'espace, elle pouvait l'avoir entièrement. Je n'allais pas être ce mec qui fait exploser son téléphone à coups de messages pour lui demander si elle pense à moi, ce n'est pas mon style. Mais je me demandais quand même, qu'est-ce qui a changé, comment sommes-nous passés de la dégustation de gâteaux à ça? Elle ne postait pas beaucoup, juste une photo de temps en temps en story, vue sur la plage, cocktail fruité, brise marine qui souffle sur sa nouvelle robe d'été que je n'avais clairement jamais vue avant. Et je ne fouillais pas, son compte était public, je voyais ça en faisant défiler pendant la pause déjeuner ou quand je n'arrivais pas à dormir la nuit. Quelque chose clochait, même les légendes semblaient forcées, genre, je choisis mon âme et ma paix intérieure, sérieusement, il y a une semaine tu choisissais des polices d'écriture pour les invitations, qu'est-ce qui se passe? Pendant ce temps, moi je vivais une vie normale, je bossais toujours, je payais encore le loyer de notre appart. Oui, je couvrais tout, pendant qu'elle partait se retrouver. Ça va avoir son importance plus tard. Je passais beaucoup de temps avec mon pote Jacques, 30 ans, que je connais depuis la fac. On était des accros de la salle à l'époque, mais on s'est relâchés. Quand je lui ai raconté tout ce qui se passait, sa réponse a été typique de Jacques. Il a dit, il est temps de mettre cette énergie dans le développé couché mon pote, elle est dans les nuages, toi t'es dans le grain. Donc on a repris la salle sérieusement. Je faisais du soulevé de terre comme si j'avais la rage stockée dans les os. Jacques gardait l'ambiance légère, veillait à ce que je ne parte pas en vrille. Honnêtement, ça m'a aidé. Puis est arrivée la soirée la plus étrange de ma vie. Il était environ 21h45, un jeudi. On venait de terminer une grosse séance à la salle. J'allais vers ma voiture sur le parking quand mon téléphone a vibré, numéro inconnu. Je décroche, allô. Une voix basse répond, c'est Brittany. Instantanément confus, Brittany, qu'est-ce qu'il se passe? Elle hésite, longue pause. Tu vas bien? J'ai dit, oui, je suppose, pourquoi? Puis elle lâche ça comme un murmure, je ne suis pas censé te dire ça, mais Rachel est avec un autre mec en ce moment, genre littéralement maintenant. Je suis resté figé. Je ne savais même pas quoi dire. Je crois que j'ai juste laissé échapper un rire nerveux et j'ai demandé, attends, quoi, qui? Elle a dit, son ex, Mike. Ils font comme si c'était une coïncidence, mais je pense que c'était prévu. Je ne peux pas continuer à regarder ça sans rien dire. Je suis resté assis dans la voiture, sous le choc, comme si tout l'air avait quitté mes poumons. Brittany a ajouté doucement, je t'enverrai plus de messages quand je serai seul, puis elle a raccroché. Jacques s'était garé juste à côté de moi. Je l'ai regardé, il m'a fait un demi-sourire et un pouce en l'air, genre, on a géré cette séance. Je n'ai même pas répondu. Je suis juste sorti de la voiture et j'ai commencé à faire les 100 pas. Jacques a baissé sa vitre. Yo, ça va. J'ai secoué la tête, non mec, pas du tout. Il est sorti de sa voiture et s'est approché. Qu'est-ce qu'il y a, Rachel? Elle est avec son ex, Brittany vient de me le dire. Ses yeux se sont écarquillés, Mike, celui dont elle disait toujours du mal. Oui, ce Mike-là. Il est resté là une seconde, puis a dit, mec, t'as besoin d'un verre ou 10. J'ai hoché la tête. Je n'ai même pas argumenté, je suis juste monté dans la voiture et je l'ai suivi hors du parking. On n'a pas vraiment parlé sur le chemin. Ma tête tournait.
Je n'étais même pas triste, pas vraiment. C'était juste un genre d'engourdissement, comme si le mois écoulé menait à ça, mais j'arrivais toujours pas à y croire. Parce que voilà, Mike, ce n'était pas juste un ex. C'était l'ex, celui qu'elle disait être contrôlant, celui qu'elle accusait de l'avoir manipulé, celui qu'elle jurait ne jamais revoir de sa vie. Elle m'avait dit un jour qu'elle regrettait même de l'avoir rencontré. Donc si elle est avec lui maintenant, ça veut dire soit qu'elle mentait à l'époque, soit qu'elle a perdu la tête. Dans tous les cas, ce n'était plus mon problème. On est allé dans un petit dîner après quelques verres, juste un endroit tranquille. Je suis resté là, devant un milkshake à moitié fondu, pendant que Jacques commandait des frites qu'il n'a même pas mangées. Il me regardait comme s'il essayait de deviner si j'allais frapper un mur ou éclater en sanglots. J'ai fait ni l'un ni l'autre. J'étais vidé, comme si quelqu'un avait mis mes émotions en mode silencieux. Puis mon téléphone a vibré, c'était Britney. Son message disait « Salut, je suis seul maintenant, je voulais juste te dire qu'ils sont tombés sur lui par hasard à la plage, mais j'ai entendu des trucs, ça sonnait comme si c'était prévu. Je pense que Jessica a fait en sorte qu'il soit là. » Je ne sais pas ce que Rachel a en tête, mais je ne pouvais plus me taire. Je suis resté là à relire le message 3 fois. Voilà, Jessica, avec ses brillantes idées de clarté, avait coordonné une réunion sur une île avec la seule personne que Rachel avait juré d'éviter pour toujours. Et maintenant, on en est là. Je n'ai même pas répondu à Britney. J'ai juste fermé mon téléphone et dit à Jacques, c'est exactement ce qu'on pensait. Jacques a dit, sa sœur a organisé ça. J'ai hoché la tête. Il a frappé la table avec sa main, assez fort pour faire sursauter la serveuse, et a dit, yo, elle craint. Désolé, mais ce qu'elle a fait, c'est nul. C'est là que j'ai compris, je n'étais même pas brisé. J'étais furieux. Pas du genre à vouloir tout brûler. J'étais juste fini, complètement fini. Je suis rentré à la maison et j'ai fait ce que n'importe quel mec ferait en 2025 quand il en a marre. J'ai commencé à tout supprimer. Je me suis connecté à notre compte Netflix. J'ai vu qu'elle regardait encore une émission gênante sur des influenceurs riches et des îles pleines de drama. J'ai supprimé le compte, terminé. Ensuite Spotify. Elle utilisait encore mon abonnement familial. Son pseudo était actif, elle écoutait une playlist triste appelée Quand tu te sens perdu sur une île. Je vous jure, j'ai rigolé, pathétique. J'ai supprimé son accès, supprimé les calendriers Google partagés. J'ai fait un contrôle alt-supre total de notre vie commune. J'ai même ouvert l'appli de livraison de bouffe qu'on utilisait et j'ai retiré son adresse des favoris. Puéril peut-être, mais incroyablement satisfaisant. J'ai même commencé à regarder mon placard pour voir ce qui m'appartenait et ce qu'elle avait apporté, et sans mentir, j'ai commencé à jeter ses affaires dans des cartons. Ses coussins décoratifs, dehors. Ses plantes en plastique à moitié mortes, dehors. Toutes ces tasses avec des citations ringardes du style Future Wi-Fi ou Bu First Coffee, direct dans une poubelle. Ensuite, je me suis assis, j'ai ouvert notre adresse mail commune qu'on utilisait pour le mariage, et j'ai ouvert le dossier avec tous les contacts des prestataires, lieux, fleuristes, photographes, DJ. Je n'ai même pas hésité. J'ai commencé à rédiger des mails d'annulation comme si je me désabonnais de courriers indésirables. Je ne me sentais pas mal, je me sentais efficace. J'étais comme un assistant de direction en mission. J'ai aussi noté d'appeler le bijoutier le lendemain matin. J'allais rendre la bague de fiançailles. Pas par rancune, mais parce que je n'allais pas laisser une bague à $4000 prendre la poussière dans un tiroir. Si elle n'en voulait pas, je récupérais l'argent, simple. Vers minuit, j'ai vérifié Instagram par réflexe. Rachel n'avait rien posté, mais quelqu'un d'autre l'avait identifié dans une story de groupe. Ils étaient tous dans un bar de plage, en train de danser avec des cocktails fruités à la main, et Rachel avait les bras autour de Mike, comme s'ils étaient en vacances en couple, pas deux personnes censées s'être croisées par hasard. Et c'est là que j'ai compris que c'était vraiment fini. Pas fini comme dans les séries où quelqu'un change d'avis et revient en courant, non. C'était la vraie vie, et dans la vraie vie, les gens trompent, mentent, manipulent, et parfois ont le culot d'appeler ça une quête d'eux-mêmes. Alors j'ai éteint mon téléphone, je me suis glissé dans mon lit et j'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des semaines. Après avoir supprimé tout ce qui la concernait et purgé entièrement sa présence numérique de mes comptes, j'ai dormi comme un roi. Le genre de sommeil où tu ne rêves même pas, ton corps se coupe comme s'il avait fait une mise à jour logicielle. Je me suis réveillé vers 10h le lendemain matin, réveillé par mon téléphone qui vibrait sur la table de nuit. C'était Rachel. Premier message, salut,
je voulais juste te dire que je prends l'avion demain. Le smiley, c'est ça qui m'a vraiment frappé, comme si c'était juste une info banale, genre on n'a plus d'œufs dans le frigo. Deuxième message 5 minutes plus tard, est-ce que Spotify bug chez toi aussi? J'ai failli m'étouffer avec mon café. J'ai même rigolé, pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était incroyablement idiot. Elle avait mis notre mariage en pause, était partie sur une île, s'était rapprochée de son ex, et maintenant elle voulait qu'on résolve ensemble un problème de streaming musical. Non. Je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé ses messages et j'ai ressenti un étrange soulagement. Oui, elle n'avait vraiment rien compris. Elle pensait que j'étais là, à l'attendre, comme si elle revenait d'une retraite silencieuse ou quelque chose du genre. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Parce que pendant qu'elle partait se découvrir, moi, j'étais en mission. Nettoyer tout. Je n'allais pas la laisser revenir et faire comme si de rien n'était. Ce jour-là, je suis passé en mode exécution, concentré, pas de distraction. Étape 1, annuler le mariage, partie 2. J'avais déjà envoyé des mails aux prestataires la veille, mais maintenant, j'appelais chacun pour confirmer. Le responsable du lieu était cool, il m'a dit que l'annulation était traitée et que mon acompte était en cours de remboursement. La pâtissière avait l'air déçue, mais elle a remboursé 80% de notre paiement, ce que je prends comme une victoire. La photographe était salée, apparemment, on était son grand projet de l'été. Désolé Amanda, blâme Rachel, pas moi. Le DJ s'en fichait totalement. Il a dit que ça arrivait souvent et il a même plaisanté, t'as évité quelque chose mon gars. Il n'avait pas tort. Le fleuriste, c'était probablement le plus douloureux financièrement. Ces acomptes ne reviennent pas facilement. Mais bon, la tranquillité d'esprit coûte cher. Ensuite, j'ai supprimé la liste de mariage, tout effacé. J'ai envoyé des mails aux deux familles pour leur dire que le mariage était officiellement annulé. Mes parents m'ont soutenu. Sa mère a envoyé un emoji pouce en l'air. Geste bizarre, mais ok. Étape 2, changer les serrures. Je payais l'appart, son nom n'était pas sur le bail, et elle n'avait pas payé un centime depuis des mois. Je n'étais pas dramatique, j'étais réaliste. Si elle pouvait disparaître aux Caraïbes pour avoir de la clarté, elle ne rentrait pas dans mon salon sans discussion. Donc oui, j'ai changé les serrures cet après-midi-là. Nouvelle clé, nouveau code, tout. J'ai appelé le service technique pour vérifier que le clavier avait bien été réinitialisé. Fait. Étape 3, rendre la bague. Je suis allé chez le bijoutier, je suis entré avec la boîte et je l'ai posée sur le comptoir. Le vendeur l'a regardé, puis m'a regardé. Des pieds froids. J'ai souri. On peut dire ça. Il s'est contenté de hocher la tête comme s'il avait déjà entendu ça 100 fois. Il a dit qu'il la reprendrait en échange d'un avoir partiel. Ce que j'ai accepté. Je ne voulais pas de remboursement complet, je ne voulais juste plus voir cette chose traîner chez moi. Étape 4, reprendre ma vie. Jacques m'a envoyé un message ce soir-là, on sort manger avec les gars, tu viens ou quoi? Évidemment que je venais. J'étais prêt en 20 minutes et déjà dehors. Je suis arrivé en me sentant plus léger de 5 kilos. Toute la bande était là, Jacques, Marcus, même Tyler est venu, et ce mec ne sort jamais de chez lui. Je leur ai dit que j'avais annulé le mariage, supprimé tous les comptes partagés et que c'était officiellement terminé. Jacques a levé son verre en disant qu'on avait évité une balle. Je l'ai corrigé, on a évité un chaos complet déguisé en avenir. Tout le monde a rigolé, même Tyler a souri, et ce mec a l'amplitude émotionnelle d'une patate. Cette soirée était bien, simple, sans drame, juste un groupe de mecs qui traînent, se moquent les uns des autres, parlent de tout et de rien. Et pour la première fois depuis des semaines, je ne pensais pas à Rachel. Je ne me demandais pas ce qu'elle faisait, avec qui elle était, ni quelle logique tordue l'avait ramenée vers Mike. J'étais juste là, présent, jusqu'au lendemain matin. Parce que devinez qui a frappé à la porte. Je dormais profondément quand ça a commencé, ce bruit étrange, maladroit, à la porte d'entrée, comme si quelqu'un essayait d'enfoncer une mauvaise clé, encore et encore, de plus en plus frénétiquement. Puis les coups ont commencé, pas doux, pas amicaux, de vrais coups désespérés. Ensuite, mon téléphone s'est mis à vibrer. Je n'avais même pas besoin de regarder, je savais déjà qui c'était. Je suis resté dans mon lit 1 minute, juste à écouter. Je n'avais pas peur, ni stressé, je voulais juste la laisser mijoter dans ce moment de confusion, cet instant précis où tu réalises que ton ancienne vie ne te reconnaît plus. Finalement, je me suis levé, étiré,
Je suis allé à la porte et je l'ai ouverte. Et là, elle était là, Rachel, portant un hoodie 3 fois trop grand, les cheveux en chignon décoiffés, des lunettes de soleil sur le nez même s'il faisait gris. Elle avait l'air de quelqu'un qui s'attendait à un accueil chaleureux et qui se tenait maintenant devant l'exact opposé. « Salut », dit-elle, comme si on allait chercher une pizza, pas comme si notre relation venait de s'effondrer. « Tu dormais ?» J'ai hoché la tête lentement. « Oui. » Elle a baissé les yeux vers sa clé et l'a levée. « Donc la serrure ne fonctionne pas », elle agit bizarrement. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, « Je l'ai changé. » C'est là que ça l'a frappé. Sa bouche s'est légèrement ouverte, elle a cligné des yeux rapidement. « Attends, quoi ? Pourquoi ? Parce que tu ne vis plus ici. » Elle a fait un petit pas en avant, comme si elle pensait pouvoir encore entrer. Je n'ai pas bougé. J'ai simplement dit, « Rachel, stop. » Elle s'est arrêtée, m'a regardé comme si je parlais une autre langue. « On peut parler à l'intérieur. » Non. Pourquoi pas ? Parce que tu es une infidèle, ai-je dit, et que tu as perdu tout droit à cet espace la seconde où tu as commencé à jouer à la petite maison avec Mike sur la plage. Elle a tressailli comme si je l'avais giflée. Donc oui, confirmation, elle savait exactement de quoi je parlais. Elle n'a pas nié, n'a pas dit qu'est-ce que tu veux dire, n'a pas essayé de faire semblant d'avoir été mal comprise. Juste du silence. Alors j'ai continué. Tu es parti pour te retrouver, super, mais apparemment tu as trouvé Mike à la place. J'espère qu'il t'a aidé à clarifier ton esprit pendant que tu sirotais des smoothies hors de prix à mes frais. Elle a enfin parlé. Ce n'était pas comme ça. Alors dis-moi comment c'était. Vas-y, je t'écoute. Elle a hésité, baissé les yeux, tripoté ses ongles. J'étais perdu. Tu dormais à côté de ton ex. Ce n'était pas prévu. Jessica a littéralement arrangé ça. Britney m'a tout dit. Ne fais pas semblant que ce n'était pas réel. Ça l'a déstabilisé. Attends, Britney t'a dit. Oui, parce que c'est la seule personne dans ton entourage qui a une conscience. Elle a soupiré. Ce n'était pas, je ne voulais pas te blesser. Trop tard. J'avais juste besoin d'espace. Oui, je l'ai coupé. De l'espace, pas un complexe en bord de mer, pas une comédie romantique les pieds dans le sable. Tu avais besoin de réfléchir, alors tu aurais dû rester chez ta sœur, comme tu l'avais dit, pas faire ta valise avec des bikinis pour aller rejouer ton passé avec un mec que tu disais t'avoir détruite. Elle n'a rien dit. Alors j'ai terminé. J'ai annulé le mariage, prévenu tout le monde, récupéré la plupart des acomptes. J'ai aussi rendu la bague, juste pour que tu le saches. Pas parce que j'ai besoin d'argent, parce que je ne veux rien garder qui me rappelle à quel point tout ça est devenu une blague. Ses yeux se sont embués, mais aucune larme encore. Je crois qu'elle était trop sonnée. Elle s'attendait sûrement à me voir briser, peut-être même à ce que je la supplie de revenir. Mais non. Elle est tombée sur un mec qui avait déjà encaissé le coup et tourné la page. Je n'ai pas couché avec lui, dit-elle enfin. Tu crois que ça change quelque chose? Tu as détruit notre relation la seconde où tu l'as laissé s'asseoir à côté de toi comme s'il avait sa place. Je ne suis pas stupide, Rachel. On ne tombe pas accidentellement dans la trahison émotionnelle en se tenant la main sur une plage. Tu m'avais dit qu'on irait là-bas pour notre lune de miel. Là, les larmes sont venues. Silencieuses, lentes, calculées. Mais je n'y ai pas cru. Elle a réessayé. Je peux au moins entrer récupérer mes affaires. J'ai hoché la tête une fois. J'ai tout mis en carton, c'est dans le local de rangement en bas. Je te donnerai le code. Après ça, c'est fini. Elle n'a pas protesté. Elle m'a juste regardé avec une expression étrange, comme si elle essayait de mémoriser mon visage, comme si tout ça la frappait pour la première fois. Je n'aurais jamais cru que ça finirait comme ça, dit-elle. J'ai haussé les épaules. Moi non plus. Mais je ne pensais pas non plus que ma fiancée partirait avec son ex 3 semaines avant notre mariage et essaierait de mettre ça sur le compte du développement personnel. Elle s'est essuyé les yeux. Donc c'est vraiment fini. Oui, c'est fini depuis la nuit où Britney m'a appelé. Elle a hoché la tête. Je lui ai tendu un bout de papier avec le code du local de stockage. Elle l'a pris comme si c'était un reçu pour une vie qu'elle ne voulait plus récupérer. Alors qu'elle tournait les talons pour partir, j'ai dit une dernière chose. Rachel. Elle s'est retournée, les yeux rouges. J'espère que tu te trouveras.
Mais j'espère aussi que la prochaine fois, tu n'auras pas besoin de mentir à quelqu'un d'autre pour y arriver. Puis j'ai refermé la porte et je l'ai verrouillée derrière moi. Elle n'a pas envoyé de message cette nuit-là. Je m'attendais à moitié à un long pavé ou à l'un de ces messages du style je ne savais pas comment gérer mes émotions, écrit comme par un thérapeute, mais non. Juste du silence. Et honnêtement, c'était le meilleur cadeau qu'elle pouvait me faire. Le lendemain matin, je me suis réveillé calme. Pas heureux, pas triste, juste, terminé. Comme quand on finit enfin de ranger son garage après avoir repoussé ça pendant des mois. Le désordre était parti. Jacques est passé vers 11 heures, avec 2 burritos au petit déjeuner et une canette de Red Bull, comme un vrai pote. Il s'est assis, m'a tendu la bouffe et a dit, « Alors, maintenant quoi ?» Maintenant, je continue à vivre. Il a souri. Bon plan. On n'a même pas beaucoup parlé de Rachel. Il savait que c'était fini. Je savais que c'était fini. Il n'y avait plus rien à décortiquer. Tout s'était déjà effiloché. Maintenant, je faisais juste en sorte que les derniers fils finissent à la poubelle, pas éparpillés. Plus tard cet après-midi-là, j'ai reçu une notification. Un remboursement de litige de la bijouterie venait d'arriver sur mon compte. 3182,56 $. Pas le prix total, mais assez pour que l'univers me dise, « Où est mon gars, bon choix ». J'ai regardé ce nombre une seconde, puis j'ai souri. Cette bague était censée symboliser l'éternité. À la place, elle a payé 3 mois de tranquillité d'esprit et un abonnement premium à la salle de sport. Ça ressemblait à une victoire. Quelques jours plus tard, elle est revenue une dernière fois. Sans prévenir, sans message, juste apparue. Je venais de rentrer de la salle, casque autour du cou, quand j'ai vu sa voiture sur le parking. Elle se tenait près de l'ascenseur, tenant un tote bag en toile beaucoup trop propre pour contenir quelque chose d'important. Maquillée, cheveux bouclés, habillée comme pour un brunch, pas comme pour récupérer son passé mis en boîte. Je me suis arrêté net en la voyant. Elle a souri comme si rien ne s'était passé. Salut. Je n'ai même pas simulé un sourire. Je ne m'attendais pas à te voir. Je sais, je voulais juste, j'étais dans le coin. Faux. Sa sœur vit à 40 minutes. Je voulais parler, vraiment parler. J'ai secoué la tête. Non, on l'a déjà fait. Elle avait l'air frustrée. Tu ne veux même pas me laisser expliquer. Je t'ai donné 3 ans de ma vie. Je pense que j'ai assez écouté. Elle s'est rapprochée. Tu n'es vraiment pas ouvert à une seconde chance. J'ai cligné des yeux. Tu veux dire, après avoir reporté notre mariage et être parti sur une île pour traîner avec ton ex? Elle n'a rien dit. C'est bien ce que je pensais. Puis elle a tenté la carte de l'émotion. Je sais que j'ai merdé, mais on était bien ensemble. Tu ne peux pas dire que ça ne comptait pas Rachel, j'ai dit, ce qu'on avait été réel. Mais tu l'as détruit. Ce n'est pas moi qui suis parti, c'est toi. Tu t'attendais juste à ce que je sois là à t'attendre comme un chiot perdu quand tu reviendrais. Elle avait l'air de vouloir argumenter, mais je crois qu'elle savait que j'avais raison. Elle est restée là une seconde, mordillant sa lèvre inférieure, comme elle le faisait toujours quand elle n'avait pas de réponse. Puis elle a enfin demandé, « Alors tu n'es même pas blessé ?» J'ai ri, pas méchamment, juste honnêtement. Je l'ai été. Mais maintenant, je suis juste content d'avoir vu qui tu étais vraiment avant qu'on signe des papiers. C'est tout. Elle a sorti de son sac une petite enveloppe. Quelques affaires à toi qui ont fini dans mes cartons. Je l'ai prise sans regarder dedans. Cool, merci. Elle n'a pas bougé, juste restée plantée là à me regarder. Je pouvais dire qu'elle espérait un câlin, ce petit mouvement que font les gens quand ils attendent un contact pour se rassurer. Je n'ai pas bougé. Finalement, elle a soupiré, s'est retournée et est repartie vers sa voiture. Pas de au revoir. Pas même un regard en arrière. La porte s'est refermée derrière elle pour la dernière fois. Je suis monté, j'ai jeté l'enveloppe sur le comptoir et je ne l'ai même pas ouverte tout de suite. Il y avait littéralement un vieux t-shirt et un porte-clés de notre premier voyage ensemble. Elle pensait probablement que j'allais pleurer. J'ai mis le porte-clés dans un tiroir et le t-shirt dans le linge. Rien de spécial. Ce week-end-là, Jacques et moi sommes allés à la salle comme d'habitude. Ensuite, on a mangé, puis il m'a convaincu d'aller à une petite soirée qu'un de ses collègues organisait. Rien de fou, juste un truc détendu dans un jardin, avec de la musique et des burgers. C'est là que j'ai rencontré Emma. Non,
pas un retournement de situation de comédie romantique. Juste, on a parlé. Elle était cool. Marrante, même. Elle a rigolé quand je lui ai raconté comment ma fiancée était partie sur une île et était revenue en s'attendant à ce que je l'applaudisse pour sa quête spirituelle. Elle a dit, au moins, elle t'a rendu ton compte Spotify. Elle a compris. On a discuté un bon moment. Je n'ai même pas mentionné le nom de Rachel. Pas besoin. Je n'étais pas là pour un pansement. Juste en train de vivre, pour la première fois depuis des mois. Je ne tournais plus en rond à me demander ce que j'avais fait de mal. Parce que je n'avais rien fait de mal. J'ai juste parié sur la mauvaise personne. Et maintenant je suis là, j'ai toujours mon appart, toujours mon job, je me réveille chaque matin l'esprit clair. Plus de doute à chaque décision. Plus de conversation où on fait semblant que tout va bien. Juste la paix. Parfois, la plus grande victoire, ce n'est pas de se venger ni de briller après une rupture. Parfois, c'est juste partir proprement, la tête haute et avec ta playlist de retour entre tes mains. Donc ouais, juste au moment où je pensais que cette saga était emballée plus serrée qu'un burrito de chez Chipotle, Rachel a décidé d'en rajouter une couche. J'étais au parc avec Jacques, on était juste posés sur un banc à manger des burritos, à parler de performance à la salle et de fantasy football. C'était tranquille, les oiseaux chantaient, des enfants couraient après des bulles, la vie était belle. Puis ça arrive. De la musique commence à jouer, fort. Quelqu'un installe une petite enceinte Bluetooth près du chemin, et soudain, un groupe de personnes complètement au hasard, la vingtaine, probablement recrutées sur Craigslist ou Fiverr, commence à danser. Pas une belle danse non plus, genre des recalés de TikTok, avec des mouvements décalés sur Marie You de Bruno Mars. Jacques et moi, on les regarde, abasourdis. Puis je la vois, Rachel. Elle sort de derrière un arbre, oui, un vrai arbre, tenant une grande pancarte blanche où il est écrit « On peut réessayer ». J'ai failli m'étouffer avec mon burrito. Elle commence une sorte de chorégraphie lente, maladroite, rien de répété, clairement improvisée. Son visage essaie de transmettre une émotion romantique, mais elle ressemble plutôt à quelqu'un qui esquive des guêpes. Les danseurs continuent, un mec trébuche, un autre tourne en rond tout seul. C'est le chaos. Rachel me regarde sans arrêt, comme si j'étais censé me lever et fondre en larmes ou quelque chose du genre. Je n'ai pas bougé. Je n'ai rien dit au début. Je l'ai juste laissé aller jusqu'au bout. Et quand elle s'est finalement arrêtée, haletante, comme si elle venait de courir un marathon en sandales, elle m'a regardé comme si elle attendait un dénouement digne d'un conte de fées. Je me suis levé, j'ai épousseté mon pantalon, et j'ai juste dit, « Rachel, on ne se remettra pas ensemble. Tu m'as trompé, c'est tout. » Son sourire a disparu. Les gens de la flash mob se sont arrêtés dans une gêne totale, une fille a littéralement quitté la scène en pleine figure, genre je ne suis pas payé assez pour ça. Rachel a essayé de se rattraper. Je pensais juste que si tu voyais à quel point je tenais à toi. Tu tenais assez à moi pour me tromper, j'ai dit. Tu n'as pas droit à une scène de rappel. Jacques m'a tendu son burrito comme si c'était un micro. Et je suis parti. Donc voilà, ça s'est passé.